Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Cet après-midi, nous allons parler d'un phénomène social qui demeure toujours une question préoccupante et qui mérite une plus grande attention afin de trouver des solutions adéquates. Pour la majorité des adolescents et des jeunes, l'âge des premiers rapports sexuels est de plus en plus précoce, parfois même à l'orée de la puberté. À quoi cela est-il dû? Quels sont les facteurs influençant l'entrée précoce des adolescents et des jeunes dans la pratique de la sexualité et quel impact une sexualité survenue trop tôt peut-elle avoir sur la vie de l'adolescent et du jeune et comment remédier à tout ceci? Ce sont là les principales questions qui feront l'objet de notre discussion de cet après-midi. Et vous le savez très bien, nous sommes à 2 jours de la fête de la Saint-Valentin, fête au cours de laquelle les adolescents et les jeunes prennent beaucoup de risques en matière de sexualité. Selon ce que j'aurais appris, le lieu de prédilection de cette fête depuis un certain nombre d'années, ce sont les écoles. Donc au cours de cette émission, dans un premier micro-trottoir, vous verrez des élèves qui nous diront ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent de la fête de la Saint-Valentin. Et dans un second, ils nous diront s'ils arrivent à parler de sexualité avec leurs parents. Tout de suite, voilà, je vais vous laisser découvrir les invités de cet après-midi avec Sergine Raimondo. Regardez. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Samira Tchadoua. Elle est élève en classe de terminale D au groupe scolaire Les Sages. Mathilde Ako, elle est jeune activiste sur les questions de santé sexuelle et reproductive à l'endroit des jeunes et des adolescents. Noël Djakba, il est spécialiste en santé et population. Casimir Clouché, il est éducateur spécialisé, responsable du cabinet d'expertise psychosociale La Famille, un cabinet de prévention et de prise en charge des inadaptations sociales. L'émission de cet après-midi répond à un double objectif. D'une part, aider les adolescents et les jeunes à prendre des décisions responsables dans leur vie relationnelle, affective et sexuelle. Et de l'autre, informer les parents à propos du phénomène de la sexualité précoce de leurs enfants et leur donner des pistes pour l'éducation sexuelle des enfants. Mais dites-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant les jeunes et la sexualité, que savez-vous de la fête de la Saint-Valentin? Et qu'est-ce que vous pensez de cette célébration, Casimir? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation renouvelée sur les thématiques qui concernent la société. C'est vrai, nous t'avons aujourd'hui sous une autre casquette. Merci. La fête de la Saint-Valentin, bon, je ne voudrais pas aller à la genèse de la chose, mais je voudrais quand même dire que c'est quand même la fête des amoureux. Et puis, c'est de cette manière qu'elle est observée de nos jours. Bon, si on devra mettre en question, bien en cause le mot amour ou bien les partenaires amoureux même, c'est là peut-être on va rentrer dans le fond du sujet. Mais est-il que c'est un cadre de rencontre des personnes qui ont des relations affectives, des relations amoureuses, des relations de cœur. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'observe. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, Samira, de la célébration de cette fête sous nos cieux dans nos communautés africaines? Merci pour la question. Je pense que la célébration de la Saint-Valentin est due à un manque de sensibilisation. À un manque, tu voudrais dire? Oui, à un manque de sensibilisation, aux jeunes. Parce que la Saint-Valentin, pour moi, c'est une fête destinée aux personnes mariées. Donc, pas destinée aux jeunes. Pas destinée aux jeunes. Donc c'est parce qu'ils ne sont pas assez sensibilisés qu'ils pensent qu'ils ont droit à la célébrer. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Mathilde? Ok, merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je pense que ce soir, je reviens encore dans l'émission pour une thématique très intéressante aussi qui concerne toujours les jeunes et la sexualité. Par rapport à ce que j'en pense personnellement, par rapport à cette fête, je me dis, la fête de Saint-Valentin en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est d'ailleurs très bien qu'on célèbre l'amour. C'est d'ailleurs très bien. Mais actuellement, ce qui me dérange, moi, particulièrement parfois, c'est l'interprétation que nous donnons aujourd'hui à cette célébration. Est-ce que, quand on retourne à l'histoire, est-ce que c'est ce qui était fêté que nous célébrons encore aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine déviation de l'idée idéale de la chose? Donc, moi, je me dis... De l'idée antérieure. Antérieure de la chose. Moi, je me dis,
La fête en elle-même, c'est une bonne chose, mais c'est l'orientation que nous donnons aujourd'hui, de nos jours, qui pose pose problème. problème en fait. Qu'est-ce que M. Noël pense de la question? Oui, bonsoir Pélagie, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. La fête de la Saint-Valentin, en fait, si on va un peu, les historiens nous enseignent que c'est une fête qui est née depuis le IIIe siècle, au moment où il y a un prêtre qui est Saint-Valentin, et donc qui essaie donc de célébrer le mariage à des jeunes, alors que il y avait un empereur qui n'aimait pas ça. Donc, parce que lui veut envoyer les jeunes. Donc, il y avait interdiction. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pensez de la célébration de cette fête sous nos cieux ici. C'est ça. Donc, si on remonte à cela, il n'y a rien qui nous lie en disant que c'est une fête où il faut aller pratiquer les relations sexuelles. Non. C'est une fête tout comme les autres fêtes où on peut juste fêter, manger, se réjouir un tout petit peu, et savoir que ce n'est pas le moment où il faut faire de telles pratiques ou de telles pratiques qui peuvent avoir des répercussions sur notre vie. Sur notre vie. Comme je le disais tout à l'heure, selon ce que j'aurais appris depuis un certain nombre d'années, le lieu de prédilection de cette fête, ce sont les écoles. Il paraît que les jeunes et les adolescents célèbrent plus la fête de la Saint-Valentin que les adultes, les mariés. Donc, je m'étais rendue dans une école, le groupe scolaire Le Savoir, qui se trouve à Bekpota. Et j'ai rencontré des élèves qui m'ont donné la petite idée qu'ils ont sur la fête. Et certains moments même ont décrit le scénario de la journée du 14 février. Nous allons les suivre dans ce premier micro-trottoir. La Saint-Valentin, c'est une fête qui se fête entre des amoureux, ceux qui ont des petites amies et petites copines. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai un petit ami, donc je peux fêter la Saint-Valentin. C'est une fête des amoureux, entre un copain ou une copine ou des gens qui sont en relation amoureuse. Et souvent, nous les jeunes, nous avons tendance à nous organiser. Dès les premiers jours du mois de février, on s'imagine déjà des trucs qu'on pourra faire avec notre copine. Par exemple, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pendant une seule journée, on fait plusieurs trucs. Porter des uniformes. Je peux me décider de porter habit blanc et ma copine vêtue de rouge. Et comme ça, on est dans le lot de la Saint-Valentin. Oui, on peut sortir ensemble dans les restaurants, dans les bars, même à la crèmerie, on peut sortir. Et puis, après, plus tard dans la journée, on décide d'être ensemble, voir des films romantiques. Et puis, en voyant ces films romantiques, quand l'envie nous prend de faire des rapports sexuels, de nous donner des baisers ou bien de se caresser, on le fait. On se laisse aller, on se dit que c'est notre journée. On fait sans penser aux conséquences qu'il y aura. Personnellement, je pense que la Saint-Valentin est une fête pour les adultes. Ceux qui sont officiellement mariés devant l'État, devant l'Église et devant Dieu. Et ce n'est pas pour les jeunes. Parce que pour les jeunes, c'est d'apprendre, d'étudier, d'aller de l'avant, de construire un avenir. La fête de la Saint-Valentin est une fête qui concerne les gens qui sont en couple. Bon, ce n'est pas pour les élèves, en tout cas ceux de notre âge qui sont vers la classe de 6e, vers la 4e. Mais il y a des gens qui fêtent ça. Mais ce n'est pas interdit. Mais c'est interdit d'avoir des rapports. Mais pour la Saint-Valentin, si tu as une copine ou bien un copain, tu peux lui acheter un cadeau. Ça, je ne crois pas que c'est interdit. Mais personnellement, moi, je trouve qu'on n'est pas assez grand pour ça. Tout d'abord, la fête de la Saint-Valentin porte sur le fait de sceller l'amour qui existe entre deux personnes, c'est-à-dire les gens qui sont mariés, qui sont en couple. Et aussi, de nos jours, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui ne comprennent pas forcément ce que signifie normalement la Saint-Valentin. Eux, ils pensent que la Saint-Valentin, c'est-à-dire on est en couple, c'est-à-dire deux jeunes, ils sont en couple et puis ils pensent qu'eux, ils sont assez grands pour gérer les histoires d'amour et de cœur. C'est pas bien de fêter cette fête alors que c'est désigné aux parents qui sont légalement mariés. La Saint-Valentin est une fête, on va dire, connue de tous parce que, bon,
Le monde d'aujourd'hui traduit tout ce qu'il veut dans son langage, dans sa manière de penser. Moi, pour moi, personnellement, la fête de la Saint-Valentin, ce n'est pas forcément une fête de l'amour fille-garçon. Je peux vous dire que je vous aime, mais pas forcément dans le sens où beaucoup d'entre nous peuvent l'interpréter. Ben voilà les propos de nos chers élèves. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Noël? Oui, je pense que c'est la compréhension commune que les apprenants ont de cette fête. Mais le dernier intervenant, il m'a beaucoup intéressé, en ce sens qu'il dit, ce n'est pas, je peux te dire que je t'aime, mais pas au sens où la plupart l'interprètent. Justement, pas au sens là, ça veut dire que la fête de la Saint-Valentin n'est pas à confondre avec la célébration d'une relation sexuelle. Voilà. N'est pas à confondre avec prendre un excitant pour faire quelque chose qu'on ne voulait pas. Casimir. Merci beaucoup, madame. Je suis très content de ce que les jeunes frères et sœurs ont dit. Justement parce que toute la confusion vient de là. Est-ce que la célébration de l'amour veut dire la célébration du sexe? Est-ce que l'amour égale au sexe? Est-ce que si on dit Saint-Valentin, c'est l'amour des amours, c'est la fête des amoureux, est-ce que ça voudrait dire que c'est là où doit pleuvoir le sexe? C'est là que tout le problème se pose en réalité, madame. Donc, vous venez de vous rendre compte que d'année en année, la participation des apprenants, des élèves, est massive par rapport à cette fête. Et au cours de cette célébration, ils adoptent des comportements à risque en matière de pratiques sexuelles. Et il a été remarqué que pour la majorité des adolescents, l'âge des premiers rapports sexuels est de plus en plus précoce, même à l'orée de la puberté. Selon toi, Samira, à quoi est-ce que cela est dû? Pourquoi ça vous arrive à vous, les jeunes et les adolescents d'aujourd'hui? La pratique de la sexualité à l'orée de la puberté, selon moi, est due à un manque d'éducation sexuelle. À un manque d'éducation sexuelle. Si on nous avait éduqués sexuellement parlant, je ne pense pas qu'on aurait accepté pratiquer. Si vous aviez eu des informations fiables sur la sexualité, je ne pense pas qu'on pratiquerait la sexualité très tôt. Et aussi, je dirais, c'est dû aussi aux réseaux sociaux. Bon, de nos jours, par exemple, nous allons prendre l'exemple de Google. Quand tu rentres dans Google pour faire une recherche, il y a certaines affiches qui apparaissent. Donc, en voyant ces affiches, ça nous attire à regarder ce qu'il y a. Donc, en regardant tout ça, ça nous pousse des fois... vers ce que vous n'auriez pas voulu voir. D'accord. OK, merci. Mathilde. OK, merci beaucoup. Toi qui passes ton temps tout le temps avec les ados et les jeunes. Oui, c'est normal, hein? C'est un phénomène normal, tant pour la jeune fille, pour le jeune garçon, de ressentir ce désir-là. C'est naturel. Déjà, à l'orée de la puberté, c'est naturel. Pour une jeune fille ou un adolescent, dire que, si ça ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, c'est tout à fait naturel. Maintenant, comment est-ce qu'il faut... C'est un problème d'encadrement, comme Samira vient de le dire. Manque d'éducation sexuelle dans le bas âge plutôt. Déjà, quand le parent ou le tuteur déjà commence par remarquer qu'il y a un certain changement au niveau de l'enfant ou du jeune, comment est-ce que ce parent-là s'en est pris pour que l'enfant ne puisse pas rentrer dans cette déviance-là, dans ce piège-là? Donc, je me dis, c'est un accompagnement, en fait, qui n'est pas vraiment fait et qui devait être corrigé. Et comme elle l'a dit, il y a beaucoup de suivisme. Parce que mon ami a dit, moi je le fais, faut tenter, voir. Non, c'est très bien. Donc moi aussi, tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas à la mode. Donc pourquoi est-ce qu'on va dire les autres l'ont fait et que moi, c'est moi qui suis en exception? Donc du coup, je vais aussi tenter, voir ce que ça va donner. Sans que eux ils te disent non, en allant, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc du coup, tu te lances dans le vide en fait. C'est là le piège. Et les réseaux sociaux aussi qui ne nous font pas cadeau. Donc, je peux dire que c'est beaucoup de... En fait, là, tu viens de commencer à parler des facteurs qui influencent cette précocité en matière de pratique de la sexualité. Oui. Il y a tous ces facteurs-là qui influencent. Est-ce que nous pouvons essayer de faire la part des choses en causes et facteurs, Casimir? Les causes et les facteurs de quoi? De la précocité des...
Ben, moi, j'endosse 100% de tout cela sur le dos des parents, de la famille, de la cellule de base, de l'éducation à la sexualité. J'allais préciser dans tout ça que l'éducation à la sexualité va au-delà de la connaissance des organes génitaux et de leur rôle. C'est de l'anatomie même, c'est le fonctionnement même de ces organes-là. Ça va jusqu'à ce qui détermine psychologiquement la féminité et la masculinité. Donc ça commence dès la naissance même, les 7 premières années de l'existence de l'être. Et ça reprend vers la puberté, ça couvre toute la vie. Donc l'éducation à la sexualité, c'est tout, c'est dans sa globalité. Ce n'est pas la connaissance ou bien avoir les notions sur l'organe génital, ses rôles, non. Ça va au-delà. Nous parlerons tout à l'heure de l'éducation sexuelle même, mais je voudrais que vous parliez des causes de cette précocité de la pratique sexuelle chez les ados et chez les jeunes. Quand il manque l'éducation sexuelle, ben, le jeune, l'adolescent, à partir du moment où il commence à découvrir son corps. C'est la cause principale. C'est la cause principale. C'est la cause principale. La personne découvre son corps, se rend compte que voici, j'ai désormais les seins, j'ai désormais un organe génital masculin qui est en train de prendre de la forme et tout. Et à côté, voilà, il n'a pas la bonne information, on le dit à côté que voilà, ça m'a servi à tel. Et comme l'un l'a dit, qu'il peut se permettre d'aller jusqu'à se caresser, se baiser et tout, ben, un camarade qui voit ça, il peut résister pendant comme 2 semaines, madame. Or, s'il avait la bonne information à la base, est-ce qu'il pourrait être influencé? Est-ce que si dans le lot, il y a 5-6 personnes sur 10 qui ont la bonne information, au même moment où ceux-ci disent, eux, ils sont caressés aujourd'hui, bien sûr, dans le milieu, ils le font d'ailleurs, séance tenante, et à côté, d'autres qui font preuve d'un minimum de pudeur, je pense qu'au moins, la personne sera appelée, ou bien le jeune là sera appelé à faire une part des choses au moins. Ben, c'est l'inexistence totale de l'éducation à la sexualité, de l'éducation à la base. La cause principale. Monsieur Noël. Oui, la cause principale, c'est le manque d'information. Maintenant, le fait qu'il y a un manque d'information, nous devons savoir que si le jeune ou l'adolescent n'a pas la vraie information, il ira chercher ça. Donc, en ira chercher ça, il va donc découvrir des informations qui ne sont pas tout à fait la bonne. Il prendra tout ce qu'il trouvera. Tout ce qu'il trouvera. Et il y a aussi ces genres de jeunes-là qui sont des influenceurs. Donc, se disant connaisseurs de la thématique, se disant connaisseurs de tout ce qui est rapport sexuel et autres, donc le jeune est innocent, et il est toujours victime parce qu'il suit donc ces influenceurs-là et il tombe aussi dans le piège. Vous savez, la fête de fin de Valentin, si vous voyez un peu, c'est une fête qui est célébrée au beau milieu de l'année scolaire. Au beau milieu de l'année scolaire, ça veut dire que y a des jeunes et adolescents qui ne sont pas, ce n'est pas comme les fêtes des congés et des vacances où ils sont avec les parents. Donc c'est un moment où l'influence des pères là agissent beaucoup sur ceux qui n'ont pas la bonne information et donc du coup ils rentrent dedans. Et vous avez si bien dit, les statistiques montrent bien que la plupart des adolescents et jeunes qui ont leur premier rapport sexuel tournent autour de ces genres de fêtes. Merci. Mais j'ai aussi lu quelque part que les filles sont plus enclins à ce phénomène que les garçons. Comment ça se fait? Ça veut dire que la sexualité intéresse plus. Pas la sexualité, je dis, est-ce que le sexe, permettez-moi d'appeler un chat par un chat. Est-ce que le sexe intéresse plus les filles que les garçons? C'est ce qu'on voudrait dire? Non, pas vraiment. Ou, je reformule la phrase. Est-ce que le sexe intéresse la fille plus tôt que le garçon? Plutôt, je suis une femme, peut-être. Pas ton cas forcément. Non, oui, je sais, parce que je suis une femme. Tu fais des pas 20 ans en arrière. Oui, c'est ce que je me dis. Moi, je dirais plutôt que c'est un effet de mode. Je dirais plutôt que c'est un effet de mode. Parce que tu commences déjà par devenir jeune fille, tu commences par t'entretenir et tout. Tes autres, tu vois. Tu te découvres. Tu te découvres. Peut-être que tu aimerais t'identifier à une qui est un peu plus âgée que toi et qui est plus dans le mouvement et tout. Donc, moi, je dirais personnellement que c'est plus un effet de mode. Jean veut se faire voir, on est plus dans le mouvement. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la plus belle robe rouge. C'est plus un effet de mode, en fait. Monsieur Noël? Oui, en fait, si on voit le cycle de vie d'un être humain,
la fille et le garçon de même âge, la fille a plus enclin, il a un développement, elle plutôt a un développement qui dépasse un peu celui du garçon. Donc, si on prend une fille et un garçon à 10 ans, par exemple, la jeune fille ou bien l'adolescence, là, elle a déjà peut-être les seins, et il y en a d'autres qui ont déjà leur première règle, alors que le jeune garçon n'a pas encore commencé même la pilosité. Donc, du coup, en les comparant sur la base de l'âge, on va se dire que la jeune fille, là, elle est plus âgée que le jeune garçon et donc elle est plus enclin à pratiquer l'acte sexuel, à aimer le sexe. Donc, en fait, ce n'est pas vérifié. Ce n'est pas un truc qui est vraiment vérifié sur le plan anatomique. Est-ce que ce n'est pas parce que les grossesses précoces, c'est les filles qui les portent? Peut-être c'est pour cela. Il y a aussi ça. Parce que quand la grossesse arrive, le signe visible qu'on voit, c'est la jeune fille qui porte. Arrondi. Alors que le garçon, on ne le voit pas. Et il est quelque part... Vraiment, il y a aussi cet aspect. Oui, il y a aussi cet aspect. Oui, merci beaucoup, madame. Il est vrai que je n'ai pas connaissance de votre étude dont vous parlez, mais si on veut plonger un peu dans la science, vous rejoignez un peu le frère dans le cycle de développement d'un être humain. En réalité, la fille atteint la puberté avant l'homme, avant le garçon. Or, la puberté coïncide avec le développement des caractères sexuels secondaires, que sont le développement et les ressentis émotionnels, sexuels et tout. Donc, si par exemple la puberté commence précocement, c'est-à-dire à 9 ans pour la fille, précocement pour l'homme, et pour le garçon, il ira à 10 ans, 11 ans par exemple. Et les signes visibles que l'on peut remarquer lors de cette puberté, c'est sur les filles. Visiblement, c'est sur la fille que le sein commence à pousser. Et nous allons voir plus tard qu'un seul garçon peut séduire jusqu'à 3-4 filles à la fois. Est-ce que nous voyons un peu? Si un seul garçon peut faire ravage parmi 5, 6, 7 filles à la fois, on ne pourra que voir le nombre de filles. On ne verra pas le nombre de garçons. Mais le contraire de ce phénomène existe aujourd'hui. Ça existe, mais tant que le nombre de filles dépasse le nombre de garçons, sera faiblement observé. Il sera faiblement observé. Et vous allez voir également qu'il n'est pas très rare de voir un vieillard, un gros comme ça, qui est en train de courir derrière une fille de 10 ans. Derrière une fille de 11 ans. Il est vrai que on va parler de maladies plus tard, mais quand même, c'est des phénomènes réels de la société actuelle. Ce qui est un peu plus difficile à observer chez une vieille dame courir derrière un enfant de 10 ans, un garçon de 10 ans. Donc, je pense que tout cela pèse dans la balance. Quand votre étude dont vous avez pas, dont je n'ai pas connaissance, dont j'ai dit plutôt, parlait en temps de... Il y a plus de ce phénomène remarqué chez les filles que chez les garçons. D'accord, merci beaucoup. Et si on veut parler des conséquences, quelles sont-elles? Les conséquences en général et les conséquences liées à la vie intime de ces ados et de ces jeunes qui s'adonnent précocement à la sexualité? Les conséquences, il y en a plusieurs. Les conséquences sur la santé. Parce que le jeune, il va les yeux fermés. Est-ce qu'il prend à prendre les précautions nécessaires? Il y a les grossesses non désirées dont nous venons de parler, précoces et non désirées, les IST, le VIH-Sida, et puis sur son éducation même. Sur son éducation, oui, aujourd'hui, on arrive à faire continuer les études aux filles, même si elles sont en état de grossesse. Mais combien sont-elles à pouvoir tenir à la pression et continuer? Donc, du coup, c'est aussi des conséquences où il y a la dépravation scolaire, où les jeunes abandonnent et tout. Donc, je peux dire qu'il y a beaucoup de... Vous vouliez parler de la déperdition scolaire. Déperdition scolaire, plutôt. Déperdition scolaire, donc même dépravation sociale, parce que elle est rentrée dedans, elle commence à s'y plaire. Donc, c'est un peu partout, comme Casimir vient de le dire. C'est donné à qui veut le prendre, en fait. Donc, c'est entre autres quelques conséquences que je trouve. Samira, je crois que tu nous suis depuis là. Nous parlons de vous, les jeunes et les adolescents. Est-ce que vous-même, vous connaissez les conséquences auxquelles vous vous exposez? Je ne dis pas forcément toi, Samira. Tes pères, les conséquences auxquelles vous vous exposez en pratiquant précocement la sexualité. En pratiquant précocement la sexualité, je dirais que nous, les jeunes, Est-ce que vous pensez même aux conséquences en le faisant? Oui, parce qu'à l'école, on nous parle de la sexualité, on nous dit ce qu'on peut avoir en pratiquant la sexualité, d'où il y a les grossesses précoces, la contraction des maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est ce genre de conséquences que je peux citer. Monsieur Noël.
Oui. Vous gérez ces conséquences-là chaque jour. Oui. On gère ces conséquences et les conséquences la plus visible, c'est les conséquences sur le plan sanitaire où la jeune fille, vous l'avez si bien dit, porte une grossesse précocement, n'avait pas l'âge, avec tout ce qu'il y a comme derrière, grossesse précoce et non désirée, il y a toute une multitude de conséquences qui sont derrière. Elle peut même perdre sa vie, elle peut s'adonner à l'avortement. Maintenant, revenons au moment de la fête de Saint-Valentin où les jeunes filles ou bien les jeunes garçons, là, ils prennent des excitants pour avoir des relations sexuelles. En ce moment, ils ne contrôlent plus rien et la plupart de ces relations sexuelles sont des relations sexuelles non protégées. Donc, qui dit relations sexuelles non protégées parle des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH et la transmission du papillomavirus, le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Donc, étant donné qu'il y a tout ça là qui sont autour, je pense que c'est important en ce moment qu'on sensibilise la jeunesse pour tout ça là, parce qu'ils n'ont pas connaissance de ça. Je voudrais revenir sur un point. Vous venez de dire que lors de la célébration de la Saint-Valentin, il y a des jeunes garçons, des jeunes hommes qui prennent des excitants. Pour être très en forme. Oui, pour être très en forme. C'est des produits aphrodisiaques, des produits pas possibles. Et ils le prennent spécialement pour la fête. Pour la fête. Dieu merci, cette fête, pour cette année, c'est un lundi. Oui. Ouais. Pourquoi vous dites Dieu merci? Oui, je me dis Dieu merci parce que... Si c'était un week-end, c'est pas jusqu'à 20h. Hein. Si c'était un week-end, ça allait être pire, c'est ça? Non, le problème est qu'il y a certains jeunes qui vont commencer même ça ce week-end avant de commencer les classes lundi. Donc, c'est vraiment une fête où il faut que la jeunesse... comprennent que ça ne leur apporte pas grand-chose. Nous allons revenir au niveau des conseils. Casimir. Oui, merci beaucoup, madame. Madame, moi, je voudrais au fait qu'on dépasse un peu le cadre de 14 février. Au fait, la pratique de la sexualité chez les jeunes, maintenant, c'est un problème tellement criard que nous ne saurons comment en parler. Le cas que le frère est en train de relever est très réel. La conséquence, l'une des conséquences, entre guillemets, les filles qui tombent enceintes maintenant, c'est, entre guillemets, celles qui sont les moins civilisées. Les filles, les petites filles de 10, 12, 15 ans connaissent tous les produits pour ne plus tomber enceintes. Rassurez-vous, je les avise que leur santé de reproduction est lourdement en jeu. Tout le monde crie sur les toits que non, grossesse, non, désir, grossesse, elles savent aussi maintenant. Elles ont contourné, elles prennent des produits pas possibles. Des produits contraceptifs pas possibles. Elles font... J'ai une fille que je suis, elle a 17 ans actuellement, mais elle cumule derrière elle près de 15 hommes différents. Mais je vous assure. 17 ans, 15 17 hommes. ans, plus de 15 hommes différents que je traite actuellement. À côté, au même, il y a un jeune garçon qui fait le parcours BT, qui a 16 ans. Rien que cette année de 2021, mois de janvier, février, qui est en train de faire jusqu'à 7 ou 8 filles déjà. J'ai bloqué son portable une journée, je n'ai pas pu dormir, madame. Je vous assure donc, si vous mettez le problème sur le dos de Saint-Valentin, nous allons à côté. C'est le quotidien, c'est ce que ces petits-là respirent. En fait, je crois que c'est l'ampleur que le phénomène prend lors de la célébration de cette fête que Noël est en train de mettre en exergue. Je ne parle pas de Noël, ce qu'il a dit en réalité. Mais de manière générale, rassurez-vous que la sexualité, c'est ce que les jeunes, les petits-là respirent. C'est ce qu'ils vivent désormais tous les jours, tous les soirs, tous les chaque instant. Tous les week-ends, c'est ce qu'ils respirent. Et moi, je les avise qu'ils font tout ça, elles peuvent ne pas tomber enceintes. Elles peuvent ne pas avoir des maladies sexuellement transmissibles. Mais nous, qu'à s'assurer que tous les produits qu'ils sont en train de prendre, ça a des effets sur leur santé de reproduction. Je veux les aviser sincèrement parlant. Les jeunes hommes pour être virils, comme les jeunes filles pour ne pas tomber enceintes. Je vous assure, ce qui se passe actuellement sous nos cieux, dans nos écoles, à n'importe quel moment, en pleine semaine, en plein midi, comme ça, les enfants couchent entre eux dans les écoles. Mais les réalités sont criardes, je vous assure, madame. C'est plus réel que nous le pensons. Le 14 février, tout le monde... Le 14 février, je ne les accuse même pas. Ceux à qui même la fête est dédiée ont démissionné. Les parents qui sont dans les groupes... Ce sont qui? Tout le monde a crié. Les élèves ont crié qu'il faut que les parents légalement marient. Mais le papa, quelque part, il ne sait même pas que c'est le 14 février. La fête est délaissée. On dit faire de l'amour. Vous laissez les enfants jouer à l'amour toute l'année. Maintenant, le 14 février, vous les empêchez de ne pas faire le sexe. C'est dingue, madame. C'est absurde quand même là. Vous permettez aux enfants de faire l'amour, de faire le sexe, de faire la relation. Maintenant, le 14 février vient, l'enfant vole l'argent pour payer un cadeau à une fille. Vous criez oh Dieu, au feu. Mais c'est absurde. Et vous voulez quoi alors? Merci Casimir. Docteur Ashraf, merci beaucoup. Nos amis ont commencé à nous envoyer des messages. Lui, il est carrément reparti au niveau des causes et des facteurs. Il dit que selon lui, ce sont les médias qui diffusent des musiques
et des feuilletons qui montrent souvent la nudité des gens, qui influencent aussi cette pratique précoce de la sexualité des jeunes et des adolescents. Samira, qu'est-ce que tu en dis? Bon, c'est vrai, il n'a pas menti. Parce que, d'abord, aujourd'hui, ce genre de choses... Parle un peu fort, s'il te plaît. J'ai dit qu'il n'a pas menti, qu'il a tout à fait raison. Tout d'abord, ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on veut interpréter. C'est ce que vous voulez pratiquer. C'est ce que nous voulons pratiquer. Par exemple, les habillements. C'est grâce à la télévision, on voit les filles s'habiller nues, comment je vais dire, être nues, et que l'interprétation, quoi. Des habits qui sont dans la tendance, l'imitation, qui montrent des parties du corps qui devraient être normalement protégées. Oui. Je vois. Merci, madame. Il n'a pas tort. Mais je pense que c'est une manière de fuir la réalité. Vous savez, madame, dans l'Antiquité, il y a eu toujours de jeunes filles, il y a eu toujours de jeunes garçons, et il y a eu des pratiques ancestrales que les filles pratiquaient les seins nus comme ça, torse nu, ils ne mettaient que les peaux comme ça pour cacher l'intimité. Ça n'a pas poussé quelqu'un à aller faire des bêtises. Je ne demande pas l'influence des violences télévisuelles ou bien de ce qui passe sur les médias. Moi, j'ai fait une étude dessus dans une école publique et j'ai soutenu avec 17 de moyenne, madame. Je sais que les médias ont une influence sur ces pratiques. Mais c'est une manière... Est-ce que vous voulez dire que les médias devraient revoir... D'accord, mais il faut l'éducation à la base. Un enfant bien éduqué, d'abord, le contenu, si le parent va à l'école de l'enfant, le contenu auquel se donne ton enfant, tu dois le savoir. Tu dois apprendre la télé, la chaîne à laquelle ton enfant te donne. Et tu vas le recadrer, il ne va pas aller voir de trop. Et s'il le voit de trop, jusqu'à aller pratiquer, mais il faut te remettre en cause. L'éducation à la base est faussée. Merci. Samira, en début d'émission, nous parlions des parents qui n'ont pas le courage de parler de sexualité avec leurs enfants. Toi, chez toi à la maison, est-ce que tu arrives à parler de sexualité avec tes parents? Oui, je parle de la sexualité. Facilement? Bon, pas trop facilement. Pourquoi? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Vous allez voir, parfois, on suit la télévision ensemble avec maman. Telenovelas, par exemple. Quand on finit de suivre le feuilleton, elle me conseille par rapport à ce qu'on voit, de ne pas pratiquer ceci, de faire cela. Donc tu arrives à parler de sexualité avec les parents. Oui. Nous allons suivre ce deuxième micro-trottoir dans lequel nos chers amis, les élèves du complexe scolaire Le Savoir, se sont prononcés sur cette histoire de parler de sexualité avec les parents. Comment ça se passe chez eux? Ils nous en parlent. Je n'arrive pas à parler de sexualité avec mes parents. Parce que déjà, avant de parler de sexualité avec tes parents, c'est la mine qu'ils te font qui va te faire parler de sexualité avec eux. Tu es en adolescence et tes parents ne te conseillent pas. Comment tu peux aller leur dire que, oui, voilà, tel, je suis amoureux. Déjà, moi-même, la vie de couple, ça m'est interdit. Ils nous parlent de tout, sauf de la sexualité. Ils n'aiment jamais rentrer dans ce domaine. Parce qu'ils se disent que s'ils rentrent dedans, on sera gâtés. Or, c'est faux. Je n'arrive pas à parler de sexualité avec ma mère. Je dis seulement à ma mère que j'ai un petit ami et il me dit de ne pas coucher avec lui. Je dois me concentrer pour mon avenir, pour mes études. Quand il y a les moments où la femme commence à faire des avances aux garçons de coucher ensemble, ou bien quand ils sont au lit, ma mère change de chaîne. Personnellement, je n'arrive pas à parler de sexualité avec mes parents. Parce que d'abord, moi-même, je trouve que je ne suis pas assez mature. Par exemple, à la télé, quand on regarde des films et ces trucs commencent, moi-même, je détourne mes yeux. J'arrive facilement à parler de la sexualité avec ma mère parce que tout d'abord, moi, la relation que j'ai avec ma mère, c'est comme si on est des amis. Elle ne me prend pas comme sa fille, mais comme son amie, pour pouvoir lui dire des choses qui se passent dans ma vie. Donc, j'arrive facilement à parler de ce genre de choses avec elle. Monsieur Noël, vous les avez entendus parler, nous parlons d'éducation sexuelle. Comment est-ce qu'on peut la définir et pourquoi il est important de parler de sexualité avec ses enfants? Merci. L'éducation sexuelle peut être définie comme une façon d'aborder les thématiques de santé sexuelle et de la reproduction et des relations interpersonnelles. Mais toutes ces thématiques doivent être adaptées à l'âge
de la personne, de l'enfant, et culturellement pertinente. Donc, ça va tenir compte de la culture de notre milieu de vie et ça doit être fondé également sur des informations scientifiquement prouvées, des informations vraies et ne doit pas tenir compte des jugements de valeur. Donc, ceci dit, si on donne ce genre d'informations à la personne, à l'enfant, au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'information aussi est adaptée jusqu'à ce que l'enfant arrive à l'âge pubère. Et donc, l'enfant a toutes les informations et c'est difficile à cette personne d'être trompée par ses pairs. Et lorsque vous faites cela, ça permet donc de doter donc l'enfant de compétences essentielles pour pouvoir assumer des responsabilités et faire des choix éclairés. Savoir que ce que je veux faire là, je sais les conséquences qui en découlent. Savoir que ce que je fais là, je sais là où ça peut m'amener. Donc, si on fait tout ça là, ça permet à ce que l'individu, le jeune, ne vienne pas vous dire que je suis enceinte par accident. Il ne peut pas dire ça, que je suis enceinte par accident. J'ai chopé le VIH par accident. J'ai chopé telle infection par accident. Non, il a toutes les informations et il prend des décisions provenant de lui-même. Mathilde, c'est vrai, en général, on a remarqué que la plupart des parents ont un mal fou à parler de sexualité avec leurs enfants parce que le sexe, c'est un sujet tabou dans la plupart de nos communautés. Maintenant, selon toi, comment peuvent-ils procéder, ceux qui sont disposés à le faire? Quelles sont les pistes qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir parler de sexualité un peu plus facilement avec leurs enfants? Ok, merci beaucoup. Je pense que tout ce problème, c'est une question d'éducation. Parce que nos parents, est-ce que eux, ils ont été formés à ça? C'est pas évident. Peu sont les parents qui diront aujourd'hui qu'eux, ils ont été préparés à ça. Maintenant, au vu de l'évolution de nos sociétés maintenant, en tant que parents, il faut s'adapter. Si on veut vraiment éviter ces pièges à nos enfants, il faut vraiment s'adapter. Mais moi, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit qu'ils ne peuvent jamais, qu'ils ne peuvent pas le faire, quelles que soient les pistes, qu'ils ne peuvent pas de les comprendre, qu'ils ne peuvent pas. Oui, ça, c'est normal. On ne peut pas aussi... L'idéal, c'est que les parents arrivent à cela. À en parler avec les enfants. À en parler. C'est le souhait, c'est l'idéal. Mais c'est normal qu'un parent dise aussi qu'il ne peut pas. Mais peut-être c'est la maman qui le dit. Mais est-ce que le devoir est juste ramené à la maman de le faire? Le parent, c'est papa et maman. Donc, si loin n'arrive pas à le faire, le second peut l'accompagner. Et d'abord, revenant à la question, il faut d'abord avoir l'information. Pour pouvoir informer quelqu'un, il faut d'abord savoir quoi dira la personne. Donc, la plupart des parents n'ont pas l'information. N'ont pas l'information et surtout la vraie information. Parce qu'il faut avoir la vraie information. Donc, à eux-mêmes, ils doivent se faire une éducation, en fait. Ils doivent d'abord eux-mêmes aller s'informer avant de pouvoir informer les enfants. Maintenant, comment le faire? Il ne suffit pas de prendre l'enfant et toi, viens ici. Aujourd'hui, non. Il faut essayer, le parent doit essayer de créer une relation de confiance avec son enfant. Parce que si la confiance n'y est pas, d'abord pour l'adolescence, ce serait vraiment compliqué pour... Gênant, très gênant. Exactement, d'aller vers maman et de lui dire. Donc du coup, il faut vraiment essayer de créer une relation de confiance avec ton enfant. Comme la jeune fille vient de le dire, essayer de considérer ton enfant comme ta petite sœur ou ton amie. La maman de Samira est très pratique. Elle profite des occasions qui se créent entre elle et sa fille. Oui, donc j'en venais aussi. D'abord, créer une relation de confiance et savoir quand en discuter. Savoir quand en discuter. C'est une très bonne stratégie. Vous regardez le film et puis vous faites un débat autour. Du coup, l'enfant sait que ce que je viens de voir, c'est pas tout chose que je dois apprendre en fait. C'est pas tout que je dois pratiquer. Déjà, c'est une très bonne stratégie. Donc, il faut savoir quand discuter, comment discuter et de quoi est-ce qu'il faut discuter avec l'enfant. Donc, et puis ce n'est pas automatique. Il faut commencer et l'idéal c'est de commencer très tôt. C'est plus facile quand ça commence. Et tôt là, c'est à peu près quel âge? Ça dépend, comme Noël le dit, ça dépend de l'âge et de l'évolution de l'enfant. Chaque enfant, que ce soit fille ou garçon, a un système évolutif vraiment très différent. Donc, c'est à nous de connaître nos enfants. C'est à nous de connaître nos enfants. Moi, j'ai une fille de 7 ans. Oui, beaucoup diront que c'est parce que je suis dans le domaine et tout. Mais en tant que parent, j'ai une fille de 7 ans et j'ai déjà commencé avec elle.
J'ai déjà commencé avec elle. Même le garçon de 3 ans. Aujourd'hui, ce matin, simple, on était revenu du sport et il fallait qu'il enlève tout ce qu'il a apporté pour que je fasse la lessive. Il me dit non, qu'il ne peut pas être nu. Que quelqu'un va rentrer dans la maison et le voit. Il dit, mais la porte... 3 ans. 3 ans. Le portail est fermé. Non. Attends, je vais aller prendre mon panier à l'intérieur. Donc, il a dû rentrer, prendre le panier avant de pouvoir m'enlever. Donc, du coup, c'est de la base, en fait. Il faut commencer très tôt. C'est plus facile que d'attendre que l'enfant ait certaines informations. Et ses premières menstrues, par exemple. Avant de pouvoir venir recadrer. C'est un peu compliqué. Merci. Le temps nous court après. Casimir, quelles sont les pistes que les parents peuvent utiliser, ceux qui sont disposés à parler de sexualité avec leurs enfants? Parce qu'on reconnaît que ce n'est pas facile. Oui, merci beaucoup, madame. Je pense que l'erreur provient en majorité des cas, en majeure partie des cas des acteurs du sujet. À partir du moment où on ne continuera pas à limiter l'éducation sexuelle aux simples informations sur les organes génitaux, les parents le prendront toujours comme des tabous. Ça va au-delà de ça. Quand un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, dès qu'il commence pas à discerner, il te demande, maman, c'est quoi ça? Un garçon de 3 ans, maman, c'est quoi ça? Ne le frappe pas dessus, ne le touche pas. Dis-lui tout simplement que quand tu grandiras, tu comprendras, c'est l'appareil génital, on l'appelle tel. Ça commence par là. À partir du moment où ta fille de 6 ans, 7 ans, va commencer par te dire, maman, j'ai senti un mal ici, maman, j'ai un bouton qui sort par ici, ne dis pas non, tu vas par là. Il faut lui expliquer que non, jeune fille, tu vois, c'est comme ça, comment ça devient comme ce que j'ai. Voici, il n'est rien d'aussi compliqué et formel. Il ne faut pas instaurer un temps de communication à la sexualité. Toutes les occasions sont bonnes. À la cuisine, partout, un événement se présente, tu profites, tu dis, ce n'est pas le moment de sermonner ou bien de faire des leçons aux enfants. Explique-lui clairement, donne-lui l'information juste et vraie, selon son degré de croissance, selon ses intérêts. À partir du moment où il ne peut pas comprendre quelque chose, tu lui dis tout simplement que quand tu grandiras un peu, quand tu auras 10 ans, quand tu auras 13 ans, je t'expliquerai mieux. Je crois que tu as tout à fait raison parce que nous venons de recevoir un message qui nous dit que ce que les parents qui sont même disposés à parler de sexualité font, ils ne parlent que du mauvais côté de la chose. Voilà. Ce que le sexe fait de mauvais. Voilà, justement. Donc, si vous allez dans ce sens, à partir du moment où les parents vont toujours croire que l'éducation sexuelle, c'est montrer aux enfants comment pratiquer le sexe, ils vont en faire un tabou. L'éducation à la sexualité va très au-delà. C'est d'apprendre, c'est de donner l'information à l'enfant sur l'organe génital, son développement, ce qui fera de toi plus tard une femme, ce qui fera de toi plus tard un homme. C'est au-delà du sexe, c'est au-delà de l'organe génital. Donc, en tant que piste, c'est profiter des opportunités. De toutes les opportunités dès le bas âge. Dès le bas âge. Ceux qui n'ont pas pu commencer dès le bas âge, laissez votre orgueil de côté. Laissez votre statut de papa, de maman de côté. C'est la honte. C'est pas l'orgueil. Madame, avoir honte de parler de sexe à son enfant et que ton enfant ramène la grossesse, qu'est-ce qui fait plus honte? mais disons-nous la vérité, donne les mots par leur valeur. Quand tu as honte d'expliquer à ta fille... Cette comparaison, elle est plus que pertinente. Ouais, quand tu as honte d'expliquer à ta fille que tu sais, bientôt, tu as 12 ans, je vois, ne te cache pas. Bientôt, il se peut que tu sois surpris par des boules de sang. Tu sais, quand ça arrive comme ça, faisons comme ça. Si tu as honte de dire ça, alors attends que ta fille revienne un jour mouillée de sang. Ou bien attends-toi à ce que d'autres filles qui sont expérimentées lui montrent ça. Et si ça arrive comme ça, le jour où cette fille qui lui a montré ça, lui redira que non, tu es maintenant grande, elle commence par faire acte sexuel, elle va aller l'écouter, tu vas pleurnicher. Donc finalement, il faut que les parents comprennent que le mieux, c'est que les informations que leurs enfants doivent avoir sur la sexualité viennent de vous et non d'Internet ou d'autrui. Et je vais ajouter rapidement en 30 secondes quelque chose. C'est que les parents eux-mêmes doivent être un modèle stable. En matière de sexualité? Bien au-delà de ça. Il faut être vraiment responsable masculin, responsable féminin pour constituer une image stable à l'enfant. Votre maman même, c'est elle-même qui situation de monoparentalité qui circule partout. Le papa ne favorise pas les choses. Voilà, ne favorise pas tout ça. Merci beaucoup, Noël. Voilà. Nous sommes à 2 jours de la Saint-Valentin, je le redis. Quels conseils avez-vous pour nos amis ados et jeunes qui sont en train de nous suivre? Et pour les parents aussi? Oui, comme conseil aux ados et jeunes, c'est pour dire que la Saint-Valentin va passer et la vie va continuer. Donc, c'est la fête des amoureux et non la commémoration des relations sexuelles. Donc, du coup, les ados et jeunes doivent savoir que c'est un lundi, il faut aller à l'école comme les autres jours. Si vous avez trouvé quelque chose, vous mangez. Vous ne prenez pas de produits excitants. Quelqu'un vous donne un produit excitant, il faut refuser ça. Savoir là où vous allez et mettre les moyens pour y aller. Pour les parents, quoi qu'on dise,
l'éducation à la sexualité, il y a des parents qui en ont besoin. Donc, du coup, il y a des structures qui sont là. Si un parent ne se sent pas prêt pour aborder cette thématique avec ses enfants, il peut aborder ces structures. Il y a des structures qui peuvent leur donner la capacité, comme la TBF, par exemple. Merci beaucoup. Mathilde, ton conseil en 2 secondes. J'irai d'abord aux jeunes. Je leur dirai simplement, comme Noël l'a dit, la Saint-Valentin va passer. Je comprends ce qui nous arrive, c'est tout à fait normal, mais je pense que essayons de nous résister, essayons de résister à la tentation, parce que ce sera pire si on regrette demain. Aux parents, vraiment, il est temps que nous prenions nos responsabilités. Si nous voulons voir nos enfants demain épanouir, réussir, c'est aujourd'hui que nous devons agir. C'est pas facile, mais commençons. Mais c'est possible. C'est possible, quoi. Merci commençons beaucoup, Casimir. En une phrase. Oui, aux jeunes, je veux dire, ils ont très bien compris que Saint-Valentin, c'est fête de l'amour. Et non la commémoration des rapports sexuels. Je vais les ajouter que le sexe n'est pas la garantie de l'amour. Le sexe est différent de l'amour. Ils peuvent célébrer l'amour, d'accord. Mais le sexe, ils n'ont qu'à vraiment modérer ça. Aux parents, comme mon ami Noël l'a dit, les parents, il y a l'école des parents modèles. Chaque fois, ils peuvent nous contacter. Nous autres, chaque fois, on administre ces accompagnements aux parents. Des cours, sur mesure. Pas des cours, mais des accompagnements andragogiques sur mesure aux parents qui peuvent vraiment les aider. Merci beaucoup. Il y a une jeune fille de 16 ans qui envoie un message. Elle est élève en classe de seconde. Elle me demande à 16 ans, est-ce qu'on n'a pas le droit d'aimer, de faire l'amour? Appelle-moi après l'émission, je vais te répondre. Je voudrais remercier Samira, Mathilde, Casimir et Noël d'avoir accepté cet après-midi de m'aider à accompagner, vous les jeunes et les adolescents, à prendre des décisions responsables dans votre vie relationnelle, affective et sexuelle, et aussi d'informer les parents à propos du phénomène de sexualité précoce qui existe depuis, comme Mathilde l'a dit, mais qui perdure. Nous avons essayé de vous donner des pistes qui peuvent vous permettre de pratiquer l'éducation sexuelle, profiter des occasions qui s'offrent à vous, pour profiter des opportunités. Et si vous n'avez pas la capacité, adressez-vous à cette structure, la TBF, le cabinet La Famille, qui peuvent vous capaciter à parler de sexualité avec vos enfants. Nous l'avons remarqué, la sexualité, c'est une notion très importante, mais délicate pour la jeunesse. Car au cours de cette période, les pulsions parfois incontrôlées peuvent avoir des issues fatales. Les enfants entrent de plus en plus jeunes dans la préadolescence et ce phénomène s'accompagne d'une sexualisation précoce. Les usages qu'ils font d'Internet aussi, on l'a dit, influentent leur pratique de la sexualité, d'où la nécessité de l'éducation sexuelle qui s'impose et aux parents et aux éducateurs comme un défi à relever afin de garantir une sexualité saine et responsable à leurs enfants. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie aussi Sylvie Lafay du Décor qui a rehaussé l'éclat de notre plateau cet après-midi. Elle est joignable au 93 17 27 32. Je remercie également mon assistante Félicité Tchakla. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Le samedi prochain, nous allons parler des déceptions amoureuses. Peut-être vous nous avez suivis, vous vivez actuellement une déception amoureuse, vous en avez vécu, comment vous avez fait pour vous en sortir. Si vous voulez partager votre expérience avec nous, appelez-nous au 92 29 83 88 pour participer à cette émission. Casimir, on te retrouve samedi sous la casquette de je ne sais pas, conseil matrimonial, thérapeute de couple. Merci et à samedi. Prenez soin de vos cœurs. Ah